La phytoaromathérapie a-t-elle une efficacité scientifiquement prouvée? Même si cette question n'a pas beaucoup de sens en soi, et c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo, on est quand même en droit de se la poser. Mais pour pouvoir répondre à cette question, il est important de poser le cadre et de contextualiser certaines choses. Dès qu'on parle de preuve, le contexte, c'est la médecine moderne, qu'on appelle aussi la médecine basée sur la preuve. En simplifiant mais en gardant l'esprit, l'idée est de n'administrer que des principes actifs dont l'efficacité a été démontrée scientifiquement. La médecine moderne est donc bien différente de la médecine dite traditionnelle, celle qu'on pratiquait avant qu'on applique la démarche scientifique à la médecine. Et puisqu'on parle de preuve, il est important de définir correctement ce qu'est une preuve scientifique. Quels sont les différents niveaux de preuve que nous pouvons avoir et bien évidemment s'intéresser à la méthode utilisée pour obtenir ces preuves. Pour définir ce qu'est une preuve scientifique, je vais me servir de la fiche méthodologique de Florence Delry, qui est une illustratrice indépendante spécialisée dans les illustrations naturalistes et scientifiques. Je vous mets le lien vers le visuel en description. Une preuve est un élément susceptible d'établir la réalité d'un fait ou d'une proposition. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi chercher de telles preuves? Même si la réponse peut sembler évidente, il est important de l'expliciter. Toute décision médicale doit se faire en réduisant le plus possible la part de subjectivité. La personne qui doit prendre une décision médicale va donc le faire en tenant compte de trois choses. Sa propre expertise de clinicien, les données de la recherche les plus récentes sur le sujet et bien entendu les droits et les préférences du patient à qui la décision thérapeutique va s'appliquer. La problématique est donc maintenant de savoir comment obtenir de telles preuves. Si je reprends le visuel de Florence, on voit qu'il y a une hiérarchie dans les niveaux de preuves. Tout ce qui relève de l'expérience personnelle, de rumeurs, de on-dit, de témoignages ou de paroles d'experts ne peut pas être considéré comme une preuve scientifique. On commence vraiment à parler de preuves à partir d'études scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture. Une étude détaille généralement une expérience dont les résultats se veulent être reproductibles si une autre personne fait la même expérience dans les mêmes conditions décrites. Si on fait une étude pour déterminer la fréquence de résonance d'un matériau par exemple, peu importe qui fait l'étude, si on prend les mêmes conditions initiales, c'est-à-dire le même matériau avec la même forme, mis dans les mêmes conditions de température, pression, etc., on devra trouver le même résultat. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de maîtriser toutes les conditions initiales, et parfois, des personnes qui refont sensiblement la même expérience trouvent des résultats différents, voire très différents. Ça arrive. C'est souvent dû au fait qu'il est parfois impossible de maîtriser toutes les conditions initiales de l'expérience et qu'une petite différence dans une condition initiale peut parfois engendrer des résultats très différents. Donc quand on ne peut pas maîtriser toutes les conditions initiales, on peut se retrouver avec des études qui donnent des conclusions parfois contradictoires et il devient difficile de se faire une idée juste sur le sujet. Pour résoudre ce dilemme, la solution consiste à faire une analyse de toutes les études portant sur le même sujet pour voir si on peut dégager une tendance, même s'il est impossible de maîtriser toutes les causes initiales. C'est cette analyse de toutes les études portant sur le même sujet qu'on appelle les méta-analyses et qui sont à ce jour le plus haut niveau de preuve scientifique. Elles sont d'ailleurs souvent à l'origine de ce qu'on appelle le consensus scientifique. Par contre, dans le domaine de la santé, l'obtention d'une preuve scientifique demande quelques précautions, surtout quand on ambitionne de tester un traitement. Car lorsque le sujet de l'étude est un être vivant, même si les conditions de départ sont exactement les mêmes, les résultats vont varier en fonction de la personne sur laquelle porte l'expérience. La personne contient ses propres conditions initiales. On ne peut pas généraliser un résultat d'expérience obtenu sur une personne ou un trop petit nombre de personnes sur l'ensemble de la population. Il faut donc procéder autrement. La première envie qui nous vient à l'esprit, c'est de prendre suffisamment de personnes répondant aux critères pour participer à l'étude et de diviser de manière aléatoire ce nombre de personnes en deux groupes. Un qui recevra le traitement et l'autre qui ne recevra rien. Ainsi, on pourra savoir si le traitement qu'on propose est mieux que si on ne fait rien. Mais cette expérience contient ce qu'on appelle un biais, c'est-à-dire que les personnes qui reçoivent le traitement le savent, et les personnes qui ne reçoivent rien le savent aussi. Et cette connaissance influence le résultat de l'expérience par ce qu'on appelle les effets placebo et nocebo, dont je parlerai un peu plus tard. Pour autant, l'idée d'avoir un groupe témoin sur lequel on ne fait rien, ça a du sens. Ça permet vraiment de savoir si le traitement qu'on teste est vraiment mieux que de ne rien faire. Pour éliminer ce biais, la solution consiste non pas à diviser aléatoirement le nombre de personnes en deux, mais en trois. Un premier groupe recevra le médicament à tester, le deuxième recevra un placebo, et le troisième ne recevra rien. Et bien évidemment, on ne dit pas aux différents groupes s'ils reçoivent le vrai traitement ou le placebo. Donc là, on aura des résultats plus intéressants car on pourra déjà voir si donner quelque chose plutôt que rien, ça a un effet positif. Et comparer également la différence de résultats entre le groupe qui reçoit le traitement et le groupe qui reçoit le placebo.
Ça permettra d'estimer l'efficacité réelle du traitement en regardant la différence entre les résultats du traitement et les résultats du placebo. Mais ce type d'expérience contient un autre biais, car si les personnes qui participent à l'expérience ne savent pas si elles reçoivent le traitement ou le placebo, les médecins qui leur donnent, eux, le savent. Et même si les médecins ne disent rien, leur comportement ou leurs attentes peuvent influencer les résultats. Il faut donc ajouter une dernière chose à notre expérience pour que le résultat reflète vraiment l'efficacité du traitement seul. C'est que le médecin ne sache pas s'il donne le placebo ou le traitement. On appelle ça une étude randomisée en double aveugle. On a évacué les biais de l'expérience, on peut vraiment conclure de l'efficacité d'un traitement sur la santé. C'est ainsi que fonctionne la médecine moderne, qu'on appelle aussi la médecine basée sur la preuve. Quand on a compris ça, on peut maintenant revenir à la phytoaromathérapie et comprendre pourquoi ça n'a pas de sens de demander si la phytoaromathérapie est validée scientifiquement. La seule chose qu'on peut valider scientifiquement, c'est si un principe actif de plante, une plante ou une forme galénique obtenue à partir d'une plante est efficace pour traiter une pathologie particulière. La phytoaromathérapie, c'est l'art de soigner à partir des plantes, c'est-à-dire que ça regroupe une multitude de principes actifs pour une multitude de pathologies. Si une plante ne fonctionne pas pour une pathologie donnée, ça ne veut pas dire que la phytoaromathérapie n'est pas scientifiquement prouvée, ça veut juste dire que cette plante ou ce principe actif ne fonctionne pas pour la pathologie considérée. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'aucune plante ne pourra marcher sur cette pathologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la médecine traditionnelle à base de plantes s'est construite au fil du temps en fonction d'observations des personnes qui administraient les traitements ou de celles qui les recevaient. Or, les études cliniques ont démontré que dans bon nombre de pathologies, même si on ne faisait rien, le corps finissait souvent par guérir. Et donc, dans certains cas, on avait tendance à associer à tort la guérison à la prise de certaines plantes, ce qui à terme renforçait l'effet placebo naturellement présent dans chaque acte de soin. On a donc véhiculé des croyances à propos de certaines plantes qui n'étaient pas justifiées. D'ailleurs, à ce sujet, une étude a été réalisée au Mali, où la médecine traditionnelle est encore pratiquée. On a demandé à plusieurs familles les plantes qu'elles utilisaient pour se soigner, avec un focus particulier sur le paludisme. Il en est ressorti 66 plantes. Sur ces 66 plantes, une seule était associée à un taux de guérison proche de 100%. Et là, on voit bien la problématique lorsqu'on parle de valider scientifiquement la phytoaromathérapie, il faut commencer par faire un sacré tri. On sait pertinemment que toutes les propriétés qu'on attribue aux plantes depuis que la médecine existe, certaines sont justifiées et d'autres non. A l'inverse, si on démontre qu'une plante ou un principe actif de plante fonctionne pour une pathologie, ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours un remède à base de plantes pour une autre pathologie. La question n'est donc pas de savoir si la phytoaromathérapie est validée scientifiquement, car on vient de voir que cette question n'a pas vraiment de sens, mais plutôt de savoir si on peut trouver des remèdes dans le monde végétal, puisque la phytoaromathérapie repose sur ce principe. Et à cette question, on a des réponses. Par exemple, ce livre qui détaille 33 plantes validées scientifiquement, mais aussi celui-là qui pour chacune des 100 plantes présentées indique les études qui valident leurs propriétés. De même, si vous suivez la chaîne de Christophe Bernard sur la phytoaromathérapie, il mentionne quasiment à chaque fois les études scientifiques qui valident son propos. Idem pour les huiles essentielles, où on trouvera de nombreuses références d'études scientifiques dans les ouvrages de Françoise Couic-Marigné ou de Pierre Francom par exemple. Et si on cherche sur les sites référençant les études scientifiques, comme PubMed par exemple, on trouvera un grand nombre d'études consacrées aux plantes et aux principes actifs des plantes. La médecine basée sur la preuve peut donc très bien s'appliquer aux plantes médicinales et donc à la phytoaromathérapie. Et ce n'est pas parce qu'à ce jour toutes les utilisations de plantes et huiles essentielles ne sont pas validées scientifiquement qu'elles ne fonctionnent pas et qu'il faut en abandonner l'usage. Ce qui amène l'autre question importante, comment pratiquer la phytoaromathérapie tout en gardant une approche scientifique? En tant que praticien de la phytoaromathérapie, comment je conjugue ma pratique avec la démarche scientifique? Quand une personne me consulte pour un conseil personnalisé, que peut-elle attendre de ma part? La chose la plus évidente avant même de parler d'efficacité, c'est comme en médecine moderne, primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Les conseils que je donne doivent être sans danger. Et là, si on n'a pas une étude qui valide scientifiquement l'usage des plantes pour chaque cas, le recul qu'on a sur leur utilisation parfois très ancienne permet déjà d'en avoir une pratique sûre. De plus, lorsqu'on est formé comme je l'ai été à l'école des plantes de Paris, on est formé à la toxicologie des plantes, aux contre-indications et précautions d'emploi de chaque plante ou huile essentielle. Ne pas nuire, c'est bien, mais est-ce efficace? Car concernant l'efficacité de la phytoaromathérapie, on rétorque souvent que c'est avant tout un effet placebo. Ça tombe bien puisqu'en début de vidéo, je disais que je reviendrais sur l'effet placebo, nous y voilà. On a vu que l'avantage des essais randomisés en double aveugle était entre autres de s'affranchir de l'effet placebo.
car l'objectif premier de l'essai est d'évaluer l'efficacité réelle d'un traitement, et que pour évaluer cette efficacité réelle, il fallait connaître le score du placebo. Si le médicament ne fait pas mieux que le placebo, on ne peut pas le considérer comme efficace. Dans le cadre de l'essai, ça a donc du sens de s'affranchir de l'effet placebo. Mais dans le cadre non plus d'un essai, mais du soin, l'effet placebo est une des composantes de la réussite du traitement aussi bien en médecine moderne qu'en médecine traditionnelle. D'ailleurs, la médecine moderne étudie l'effet placebo de manière sérieuse. On a compris depuis longtemps que l'empathie du médecin, sa qualité d'écoute, le temps qu'il consacre au patient, la communication d'attentes positives, augmente considérablement les chances de guérison. On a tendance à limiter l'effet placebo à un médicament sans effet, mais de manière plus précise, l'effet placebo, c'est tous les effets positifs qui sont amenés par le contexte autour de l'acte de soin. Et s'il y a bien une chose qui caractérise la médecine traditionnelle, c'est cette combinaison entre une thérapie souvent à base de plantes, associée à un contexte amené par le praticien. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne compte que sur l'effet placebo, ça veut simplement dire qu'on potentialise au maximum les effets du traitement. Ce qui caractérise la pratique de la phytoaromathérapie moderne, c'est qu'on tient compte de ce qui a été démontré. On abandonne ce qui a été démontré comme inefficace, on exploite les données de la science quand elles sont disponibles, et quand on n'a pas d'études par rapport à une plante, on garde à l'esprit qu'on est dans le plus bas niveau de preuve scientifique. Mais ce faible niveau de preuve ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Et tant qu'on n'a pas la preuve que ça ne fonctionne pas, notre décision s'appuiera sur notre expérience de praticien quand elle nous montre que ça a des effets positifs pour la personne concernée. L'autre question concernant le placebo, c'est que l'utiliser, c'est mentir à la personne à qui on l'adresse. Ça devient donc un problème éthique. Si ce problème existe pour un médecin qui peut donner un placebo, en tant que praticien, je n'ai pas à mentir car ma décision s'appuie toujours sur ce que j'ai compris de la personne, les données de la science quand elles existent, mon expertise de praticien, les textes de référence à qui je donne un certain crédit après une analyse critique. Donc ma décision se prend toujours à la lumière de tout ça et à aucun moment je conseille une plante ou une huile essentielle que je pense être sans effet. Alors certes, ma conviction participe à l'effet placebo, mais vis-à-vis de l'aspect éthique, je suis toujours en phase avec une pratique sincère. Par contre, il ne faut pas oublier que de nos jours, le temps d'une consultation médicale tourne en moyenne entre 15 et 20 minutes. Donc quand je consacre 1 heure à une personne pour un conseil personnalisé, je peux offrir une qualité d'écoute qui n'est pas comparable, et ce temps d'écoute n'est pas là pour augmenter l'effet placebo, même si, comme les études l'ont montré, ça l'influence, mais bien pour se donner le temps à la personne qui me consulte et à moi de trouver la réponse la plus adaptée. Les médecins eux-mêmes reconnaissent qu'ils aimeraient avoir plus de temps avec leurs patients. D'ailleurs, de nombreuses études ont démontré que le soutien social diminue le stress, et pas seulement chez Homo sapiens, mais chez beaucoup d'espèces avec des structures hiérarchiques fortement marquées. On a même remarqué que le rang social affecte le système immunitaire. Et dans nos sociétés où le soutien social a tendance à se déconstruire, nous autres, praticiens de santé, nous participons à le reconstruire du mieux que nous pouvons, avec empathie et responsabilité. Car oui, même si toutes les pratiques de la phytoaromathérapie ne sont pas validées scientifiquement, nous pouvons la pratiquer avec responsabilité et esprit critique. Nous pouvons nous appuyer sur de plus en plus d'études scientifiques pour continuer à bénéficier en connaissance de cause des principes actifs que nous offre le monde végétal. Ce n'est pas un appel à la nature, le monde végétal est un réservoir extraordinaire de molécules au pouvoir thérapeutique qui sert aussi bien à la pratique de la médecine moderne qu'à la pratique de la phytoaromathérapie responsable. Ce n'est pas parce que les laboratoires pharmaceutiques délaissent les études sur les plantes au profit de molécules de synthèse qu'ils peuvent breveter que les plantes sont sans effet. On a même de plus en plus d'intérêt à appliquer la démarche scientifique à la phytoaromathérapie qui permet d'offrir des solutions concrètes pour la santé. J'en prends pour preuve toutes les études actuellement menées sur la combinaison d'huiles essentielles et d'antibiotiques pour contrer les effets d'antibiorésistance qui pour l'OMS représentent un risque sérieux pour la santé humaine. Petit à petit, la phytoaromathérapie augmente son niveau de preuve, se débarrasse des fausses croyances et se met à la hauteur des attentes qu'on a à son égard. La phytoaromathérapie évolue et son futur a de fortes chances d'être tout aussi passionnant que son histoire. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.